C'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève, épisode 114 du 28 avril 2025. Au sommaire aujourd'hui, s'inspirer du mouvement ACT UP pour mobiliser les communautés, entre autres queer, contre le président Trump à la chronique Make America Queer Always avec Chantal Nadeau. Publication du deuxième tome de Corps à corps, un guide sur la fertilité, la grossesse et la parentalité sans tabou, sans discrimination. On reçoit une des co-autrices, Nesrine Bessaï. Conciliation, famille, travail, l'entrepreneur queer solo-parental Pierre-Luc Delisle l'a appris sur le tas. Des nouvelles d'Éric Chacour, auteur de Ce que je sais de toi qui multiplie les honneurs. Occupons l'espace, un espace bienveillant pour les lesbiennes avec Marilyn Thomas de Queer and Queen and Queer. Et Dessiner c'est queer, on en parle avec Samuel Frenette. C'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève avec Denis Martin Chabot. Let's make America queer always. Make America Queer Always, des nouvelles des États-Unis. Allô Chantal Nadeau? Bonjour Denis Martin. T'as encore mis ton chandail qui me fait plaisir. Je te laisse le décrire, je le dis pas moi. Tu fais exprès, hein? C'est la dernière de la saison, alors je devais quand même m'habiller pour les circonstances. Oui, tu as mis le chandail, je vais le dire, qui est le mot F-A-G, qui est donc fag en anglais, qui veut dire, ben moi je peux le dire, peut-être d'autres peuvent pas, tapette. Hein? Fifi. Voilà. Chantal, on va pas parler de ton chandail, mais on va parler donc du fait que tu es professeur du département d'études féministes et queer de l'Université de l'Illinois. Et puis justement, on va parler d'une autre personne, une autre personne qu'on dit académique, mais d'une juriste qui n'a pas froid aux yeux. On parle de Catherine Frank. Oui, tu veux savoir qui elle est, c'est ça? Oui, qui Et, est-elle? qui est-elle? Donc, c'est une professeure retraitée de la faculté de droit de l'Université Columbia à New York, lesbienne, activiste, qui a dénoncé avec vraiment force la réponse féroce et musclée et aussi policée de l'administration de l'université vis-à-vis des manifestations, les campements étudiants qu'on a eus au printemps dernier, campements étudiants pro-Gaza. Euh, Ainsi, elle a aussi été virulente et dénoncé la présence tolérée, sinon encouragée par l'administration, d'ex-militaires du Tsahal, qui sont les forces Israël C'est de l'armée défense, israélienne, oui. oui, qui intimident les étudiants d'origine palestinienne et comme je le disais il y a 2 secondes, en toute impunité. Elle a aussi été accusée faussement de propos antisémites. Son nom a été balancé publiquement par la chancelière de l'université à l'époque, dans la commission sur l'éducation présidée par l'élu républicaine MAGA convertie Virginia Fox en décembre 2024. J'en avais parlé dans une chronique précédente. Oui. Bon, comme on sait, c'est une commission qui était bidon, hein, et ça a vraiment viré en une chasse aux sorcières digne du macartisme. Et Frankie a été forcé de prendre sa retraite après diverses enquêtes internes sur le campus de l'université aussi. Alors, depuis ce départ à la retraite où on lui a demandé de prendre ce départ-là, en tout cas, peu importe, elle ne perd pas son temps. Non, Catherine, que je connais d'ailleurs, c'est vraiment quelqu'un qui est très engagé, qui a fait partie de plein de luttes et qui est très touché par tout ce qui se passe à Gaza, mais aussi avec la nouvelle administration présidentielle. Donc, elle produit de courtes vidéos quotidiennes, hein, des capsules de 3 minutes qu'elle diffuse sur les réseaux sociaux. Dans ces capsules-là, elle décortique et explique les décisions juridiques de l'administration républicaine. Elle les replace dans leur contexte et suggère des stratégies pour les contrer. Donc, outre comment je peux dire, ces capsules-là, elle fait quand même ce qu'on appelle, elle enseigne, elle éduque les gens à leurs propres droits. Et ça rappelle pas quelque chose, ça, un mouvement qu'on a déjà connu dans les communautés queer. Retournons peut-être aux années 80-90. Act Oui, Up. c'est ça. Ouais. Oui, oui, ACT UP. Et en fait, c'est elle-même qui le dit dans une de ses capsules que je t'avais envoyée d'ailleurs, Denis Martin, c'est à peu près il y a une semaine. Elle disait en fait qu'il fallait s'inspirer
des tactiques et des stratégies d'ACT UP pour déstabiliser l'administration Trump. Bon, pour la petite histoire, ACT UP, parce que notre auditoire n'a pas tout le même âge que toi et moi, hein, c'est une organisation qui a Oui, été parce que nous, créée on est assez vieux pour se rappeler de ces te mouvements-là, oui. rappeler d'avoir été impliqué et tout et tout. C'est une organisation créée en 1990 à New York, et puis après, elle a fait, ça fait des petits partout, incluant Montréal, Et en Paris. pleine, Oui. et Paris, en pleine crise du sida. Bon, ce qui était particulier avec ACT UP, en plus d'éduquer ses membres, hein, de vraiment décider qu'ils allaient devenir des experts par rapport au virus et aussi par rapport au sida lui-même, euh, avait développé des actions flash spectaculaires et très, très, très médiatisées. On se souvient tous, pour nous de notre génération, le condom géant sur l'obélisque à la place de la Concorde à Paris, le Pour ceux centre qui ne savent cochon. pas, là, allez faire une petite recherche sur les réseaux sociaux. C'est absolument hilarant quand on le regarde maintenant, mais c'était vraiment un gros coup, ça. C'était vraiment, c'est possiblement un de leurs coups le plus spectaculaire, mais il y avait d'autres types d'actions aussi que j'appelle aussi flash, le sang de cochon lancé contre les églises, les fameux die-in qu'on Mhm. voyait partout, incluant la cathédrale Saint-Patrick à New York, euh, et aussi l'occupation des locaux administratifs des grandes compagnies pharmaceutiques pour dénoncer justement leur inertie, leur homophobie, surtout à cette époque-là. Et aussi, on faisait le outing de sénateurs et congressistes américains républicains qui s'opposait tout à fait à quelques actions que ce soit pour aider la lutte contre le sida. Donc, Donc, donc Catherine Frank s'inspire d'Act Up, là, c'est ça. oui, parce que l'idée, c'était d'éduquer les gens, comme je disais, mais de mobiliser les forces, changer le discours, mais aussi d'exposer l'inaction et la complicité des ministres de la Santé, de l'Éducation, le silence des médias. Ça fait très aujourd'hui, hein? Oui. Et en vue de la répression envers les gays, mais aussi les Noirs et autres groupes décimés par le virus. Et aujourd'hui, on assiste à la même chose avec justement toutes les actions contre les femmes, contre les homosexuels et les transgenres. Les intellectuels. Les intellectuels et puis les autres minorités raciales sont. Donc, Frankie nous invite à s'inspirer de ce type d'action-là. Donc, elle dit, ah, c'est bien beau et faire des manifestations, écrire ou appeler en rafale les élus. Il faut aussi imaginer des actions directes, des obéissances civiles, s'insérer et perturber les compagnies, les organisations qui participent aux purges et attaque contre les minorités, les immigrants. Et ces acteurs sont nécessaires à l'application du projet 2025, qui finalement, c'est le projet de l'administration Trump, même si on Un nie que projet c'est... d'extrême droite dont on a déjà parlé. On Oui. n'a pas le temps d'aller plus loin là-dessus, mais j'aimerais qu'on regarde peut-être. Elle n'est pas toute seule. Il y a d'autres groupes, hein, il y a d'autres personnes On commence à avoir une mobilisation au sein des personnes qui s'opposent à Donald Trump. Est-ce que ça commence à avoir de l'effet ou on faut encore attendre un petit peu? Ben, tout de suite, j'ai pensé au mouvement 50-51, qui est derrière, qui veut dire 50 États, 50 semaines, une seule fois. Alors, c'est vraiment une espèce de mobilisation de gens de toute allégeance politique, hein, et finalement, c'est eux qui organisent les manifestations. Ils sont derrière les manifestations locales auxquelles on assiste depuis presque un mois maintenant. Donc, ça a vraiment un mouvement de foule. Et ça, je pense que ça va beaucoup aider parce que le clivage ne se fait pas au niveau républicain, indépendant, démocrate, mais c'est plutôt de dire on est tous contre les mesures antidémocratiques de l'administration Trump et on se mobilise. Oui, encore quelques petits mots. Oui, on a encore une minute. OK, bon. Et je pense que et aussi à l'intérieur même du Parti républicain, les langues se dédient, hein, ça commence. Ça Et les commence. grandes compagnies aussi, ils voient leur portefeuille diminuer à vue d'œil, alors ça les inquiète aussi. Alors, ils s'agitent de ce côté-là. C'est à suivre. Chantal, c'est notre dernière chronique de la saison parce qu'on termine l'émission un mois plus tôt. Là, je l'ai dit parce qu'il y a des contraintes budgétaires à Canalem. On va juste terminer un mois plus tôt, mais on va revenir en septembre. Et tu m'as dit que tu seras là, alors au plaisir. Au plaisir. Bon été toi aussi. Bon Bye. été. C'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève avec Denis Martin Chabot. Le livre Corps à corps, fertilité, grossesse et parentalité, tome 2 de Corps à corps, en fait, qui vient de paraître aux éditions Remue-Ménage. C'est un livre qui comporte un intérêt particulier pour les communautés de la diversité sexuelle et de genre. C'est un livre qui parle de beaucoup de questions, mais ces questions-là, des questions dont on parle, peuvent les toucher directement dans un monde qui n'est pas toujours très ouvert pour elles.
Pour en discuter, je reçois une des personnes co-autrices qui fait partie du collectif derrière tout ça. Elle s'appelle Nesrine Bessaï. Bonjour, Nesrine. Bonjour, Denis. Bienvenue à l'émission. Merci. Alors, chaque nouvelle personne qui vient à l'émission, on lui demande quel accord et quel pronom on utilise avec toi. J'utilise le pronom « elle », mais des fois, le « yel » dans... Ça passe. Quand on est dans un groupe... Mais oui, ça marche. D'accord. Nesrine, tu permets que je te tutoie. Tout à fait. Tu es anthropologue, professeur au département de sexologie de l'UQAM, spécialiste de la mise en pratique de l'intersectionnalité. Tu consacres ton action et tes recherches à la justice reproductive. Tu es également traductrice. C'est beaucoup de monde à messe, hein? Ça fait beaucoup de chapeaux, oui. Alors, parlons de corps à corps. C'est le 2e tome. Je l'ai lu. Je le dis d'emblée, c'est un livre qui est très facile à lire, malgré le fait que c'est quand même une brique, là. C'est une brique, effectivement. Oui, oui. Et c'est donc des traductions, le 1er tome et celui-ci qui est le 2e, de Obos, Our Bodies Ourselves. C'est quoi ça, Obos? Our Bodies Ourselves, c'est un classique de santé des femmes. C'est dans les années, à la fin des années 60, début des années 70, le démarrage du mouvement de santé des femmes aux États-Unis. Ça a été ça, un peu, c'est l'image, je ne sais pas si vous avez cette image-là, moi j'ai ça dans la tête, là, les rencontres de cuisine où des femmes partageaient leur vécu, puis au fur et à mesure, en partageant ce vécu-là, prendre conscience des oppressions communes qu'elles vivaient, et donc à partir de là, se mettre en action aussi pour changer les choses. Puis ça a été Our Bodies Ourselves, un déclencheur du mouvement de santé des femmes aux États-Unis, puis par la suite à travers le monde aussi. Et c'est un peu ce qui est arrivé ici, parce que c'est aussi un collectif qui a traduit. Parlons de ce collectif qui s'appelle, c'est quoi, l'Accord féministe. L'Accord féministe. Alors, on va le dire, c'est L-A et C-O-R-P-S. Alors, c'est l'Accord féministe. Donc, c'est la collective pour un ouvrage de référence participatif sur la santé féministe. Oui. Puis là, on est 6. Pour faire ce volume-là, on était 10. Mm-hmm. Donc, on travaille entre nous beaucoup à déconstruire, à construire notre pensée, en fait, et aller chercher chacune les angles morts aussi, avoir différentes perspectives sur un sujet. Puis, on travaille beaucoup avec des organismes communautaires. On va chercher auprès des organismes des témoignages de gens qui vivent les situations de plein fouet, puis aussi des analyses aussi qui viennent des organismes, des collectifs militants, des analyses critiques donc sur la défense de droits des personnes marginalisées. Donc, c'est vraiment un projet qui est participatif dans ce sens-là, où c'est une traduction au départ, mais il y a une grande part d'adaptation au Québec avec des collaborations avec des organismes, avec des témoignages. On a fait des entrevues de groupe aussi. On est allé chercher, comme par exemple les organismes avec la Coalition des familles LGBT, avec un service de référence en périnatalité pour les femmes immigrantes à Québec. Enfin, il y a plusieurs organismes qui ont participé aussi. Je t'interromps parce qu'il y a une chose qui est importante de dire, ce n'est pas un ouvrage scientifique, c'est quand même un ouvrage qui a beaucoup de références, mais il y a 3 sortes de savoirs que vous partagez, ce qui fait que c'est accessible pour tout le monde. Oui, c'est la recette, on va dire, de Our Bodies Ourselves, cette recette-là qui va mettre ensemble des savoirs scientifiques. Donc là, nous, on les vulgarise, mais c'est fondé sur des recherches scientifiques en sciences sociales, en sciences de la santé. Donc des savoirs scientifiques, des savoirs expérientiels, des témoignages qui viennent des personnes qui ont vécu différentes situations, différentes oppressions, qui vont les partager. Puis des savoirs critiques, qui là, ça vient vraiment avec les organismes communautaires, le milieu militant, comme le fait que les personnes partagent leurs expériences d'oppression, mais graduellement, il y a une vision aussi de l'oppression, de comment elle s'articule, puis une vision critique. Donc, c'est ça, les savoirs critiques. Puis les savoirs scientifiques auxquels on fait appel sont aussi des savoirs qui sont informés là, par les aspects critiques, les aspects anti-oppression. Donc, on met ces 3 choses ensemble dans l'objectif de permettre aux personnes de prendre des décisions encore plus éclairées, parce que là, tu as vraiment une vision large d'une situation, d'un problème, des différents choix qui peuvent se présenter à toi. C'est vraiment un guide de santé aussi. Il y a beaucoup de how-to, comment faire et tout ça. Et vous parlez de beaucoup de choses qui touchent nos communautés queer ici à l'émission, dont vous avez parlé de la parentalité. Et vous avez parlé à Mona Greenbaum. Je vais me permettre de faire une petite insertion ici. Vous savez que Mona Greenbaum est la co-directrice générale de la Coalition des familles LGBT+, et qui vient de remporter une grande victoire sur la question de la pluriparentalité. J'ai parlé à Mona un petit peu plus tôt, on va l'écouter. Bonjour, Mona Greenbaum, co-directrice générale de la Coalition des familles LGBT+, du Québec. Hey, c'est une bonne nouvelle?
Mais c'est une fabuleuse nouvelle. C'est vraiment incroyable. C'est quelque chose qu'on veut depuis des années, des années. C'était une grande lutte, mais on a réussi. On a eu un jugement positif juste vendredi passé pour dire que comme de ne pas reconnaître les familles pluriparentales au Québec, c'est anticonstitutionnel. Donc, ça veut dire quoi, là, pour pratico-pratique, pour les familles qui se retrouvent dans ces situations-là? Mais c'est pas encore ce que ça fait, le jugement, c'est que le juge maintenant ordonne le gouvernement à changer ses lois dans les prochaines 12 mois. Donc, pour le moment, rien n'a changé, mais le gouvernement est obligé de modifier 44 articles dans le Code civil pour reconnaître légalement ces familles. Donc, ce que ça donne, c'est que ces familles, mais les parents vont avoir maintenant les mêmes droits et les mêmes obligations que tous les autres parents dans les autres familles. Puis les enfants, surtout les enfants, vont avoir les mêmes protections. Donc, ça veut dire on pourrait avoir des familles où peut-être c'est deux femmes qui ont fait appel à un donneur et puis les trois vont être parents de cet enfant-là. Donc, c'est les droits de filiation là, qu'on peut voir. Oui, exactement. C'est l'affiliation. Et puis, il ne faut pas comme mêler comme une famille avec un donneur versus une famille avec un père. OK? Donc, ça va continuer que les lesbiennes qui veulent juste avoir un donneur vont être juste deux parents sur l'acte de naissance d'un enfant. Mais dans certaines familles, on veut que ce donneur soit impliqué comme parent, comme papa de l'enfant. Donc, dans ces cas-là, comme les trois parents peuvent être reconnus légalement, comme sur l'acte de naissance de l'enfant, puis ça va donner comme toutes les protections qui viennent avec ça. Et la reconnaissance sociale aussi. Donc, c'est une nouvelle aussi pour toutes ces familles qui sont peut-être composées, où il y a des familles où c'est un couple ou plusieurs, ou ce qu'on appelle des couples polyamoureux. Et toutes ces personnes-là vont être capables d'avoir cette responsabilité-là reconnue. Parce que c'est pas juste un droit, c'est aussi une responsabilité qui vient avec ça. C'est l'enfant qui va gagner au bout du compte, là. C'est ça, exactement. Et puis juste pour dire que comme c'est pas juste les familles polyamoureuses, même si ça peut être des parents polyamoureuses, mais dans la grande majorité des cas, les personnes ne sont pas comme dans des relations conjugales. C'est comme ils sont dans une relation parentale avec leur enfant. Donc oui, ça peut être deux lesbiennes avec un homme, ça peut être deux hommes gays avec une personne porteuse, ça peut être d'autres raisons comme des amis qui décident ensemble de fonder une famille. Et aussi, il faut savoir que ce n'est pas juste dans le monde LGBTQ+, non plus. Ça touche plein de personnes hétérosexuelles, cisgenres aussi, qui vont avoir, comme tu dis, tous les mêmes droits et les mêmes responsabilités que toutes les autres familles. Eh bien, on va revenir là-dessus la semaine prochaine plus en détail, mais merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous en parler aujourd'hui. Donc, ça fait plaisir. Une décision importante parce qu'il y a beaucoup dans votre livre, dans ton livre, il y a beaucoup d'aide pour les personnes ou beaucoup de suggestions, beaucoup d'informations pour les personnes queer. Et concrètement, parce qu'il y a un truc que je pense qui est important dont tu veux parler. Oui, il y en a plusieurs qui sont importants, Denis. En fait, oui, j'en conviens. Oui, il y en a plusieurs qui sont importants, en fait, dans corps à corps, fertilité, grossesse et parentalité. C'est qu'on veut justement s'adresser à toutes les personnes qui sont principalement des personnes qui vont être intéressées par un projet parental, d'avoir un projet, d'avoir un enfant dans leur vie. Puis là, bien, on ouvre ça vraiment, là, c'est toutes les différentes façons d'avoir un enfant dans ta vie. C'est pas nécessaire de l'avoir porté dans ton corps. Ça peut être aussi un enfant duquel tu es un adulte significatif dans sa vie. Donc, on parle des familles choisies, de la pluriparentalité, comme parlait Mona juste à l'instant. Puis aussi, je pense qu'en français, on propose une ressource quand même assez rare pour les hommes trans, en fait, par rapport à différentes étapes, par rapport à vouloir être enceint, qu'est-ce qu'on fait, si on est en train de prendre des hormones, comment ça interagit, est-ce qu'on les arrête, comment on procède. Puis aussi, on donne à voir toute une liste, dans le fond, sur les effets secondaires de ces différentes hormones qui sont utilisées aussi dans la procréation médicalement assistée. Donc, l'approche qu'on a par rapport à ça, parce que dans notre livre, nous, on veut donner la voix, donner de la place à différentes perspectives qui sont féministes. Et dans ce sens-là, ben, il y a des féministes qui en veulent des hormones, des féministes qui n'en veulent pas des hormones, des féministes qui veulent des interventions chirurgicales, des féministes qui ne veulent pas d'interventions chirurgicales. Il y a de tout ça autour de la grossesse. Puis, c'est de donner cette place-là, puis de donner les informations pour que les gens puissent prendre des décisions.
Et là-dessus, c'est important d'avoir une décision autant pragmatique, donc tu veux savoir quels sont les effets pour pouvoir prendre la meilleure décision pour toi, parce que peut-être qu'un effet va être insupportable pour quelqu'un, puis pour une autre personne, ben, elle essaye de résoudre un problème que cet effet secondaire-là lui paraît vraiment moindre par rapport au problème qu'elle essaye de résoudre. Donc, c'est important de garder cette vision pragmatique, mais aussi d'être en résistance, parce que faire attention à connaître les effets secondaires, parce que les compagnies pharmaceutiques n'ont aucun scrupule, comme on le sait. Donc, c'est faire cet équilibre-là. Je pense qu'on offre à voir ça en français, puis il n'y en a pas beaucoup de disponibles. C'est toute une première en français. Je voudrais remercier Nesrine Bessaï de la collectif L'Accord féministe pour ce livre qui s'appelle Corps à corps, fertilité, grossesse et parentalité, tome 2. Il faut vraiment se revoir. On va te réinviter à l'émission. Merci beaucoup, Nesrine. Merci beaucoup, Denis. Merci. C'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève avec Denis Martin Chabot. Pierre-Luc Delisle est un entrepreneur dans le domaine des communications, notamment en ligne. Sa firme s'appelle Delisoft. Mais on ne l'invite pas pour parler de Delisoft comme tel, on l'invite parce qu'il est papa solo parental. Ouais. Je le dis parce que c'est différent de monoparental. La conciliation famille-travail, pour lui, c'est pas quelque chose d'inconnu. Bienvenue à l'émission. Bien, bonjour, merci. Alors, comme à chaque fois, une nouvelle personne, nouvelle invitée, on lui demande de quel pronom et quel accord on utilise avec toi. C'est tout simplement il. Parfait. Pierre-Luc, je lisais encore le courriel que tu m'as envoyé pour proposer cette entrevue. Et j'avoue que j'étais fatigué de te lire. Pas parce que c'était fatigant, parce que tu en fais beaucoup. Ouais. La base des affaires, donc. Commençons par ça. Ça a commencé quand, toi? La base des affaires, j'ai débuté quand j'avais 16 ans. OK. Fait que Ouais, ça fait longtemps. Ça fait un bout, ouais. C'est la première chose que j'ai fait quand j'avais 16 ans, aller m'incorporer puis me lancer en affaires. Et tu t'es lancé en affaires, donc, en ce qu'on appelle publicité, marketing en ligne. Oui, exactement. Donc, tout ce qui touchait au web, là, au début, j'étais fasciné par voir tout ce qu'on pouvait en faire découler. En tant que personne queer, comment ton entreprise s'engage-t-elle dans les communautés queer? Écoute, depuis le début, j'ai tout le temps mis de l'avant, bien évidemment, mon orientation sexuelle. Puis je dirais que moi, j'ai tout le temps eu une position où est-ce que je pouvais parler. Les gens viennent me voir pour choisir les publicités qui vont sortir, les publicités que les gens vont voir. J'ai tout le temps introduit le message en disant à des entrepreneurs qui venaient dans mon bureau, il faut que les gens se reconnaissent dans les publicités. Donc, le Québec, aujourd'hui, il y a plusieurs couleurs, il y a plusieurs ethnies, il y a plusieurs orientations, identités sexuelles. Donc, plus on parle à de gens, plus les gens se reconnaissent, se voient dans une entreprise, plus ça va aider à tes ventes. Fait que ça, c'est la façon que je les approche. Mais oui, je suis en position où est-ce que je peux tout le temps venir dire aux gens, écoute, une société aujourd'hui, c'est pas tout le monde qui est blanc avec une maman puis un papa. Donc, moi, je peux tout le temps ramener le tir puis leur rappeler, wouhou, on est au Québec en 2025, 2020, peu importe quand. Et ça, c'est quelque chose que tu vis parce que tu étais en couple depuis 9 ans avec l'homme de ta vie, si j'ai bien compris. Ouais, on peut dire ça. À l'époque, c'est correct. Moi, j'en ai eu une couple de ça, des hommes dans ma vie. Ça fait que, bon, aujourd'hui, c'est mon meilleur ami, donc on peut dire que ça marche bien. C'est correct, on ne juge pas ça. Mais tu étais en couple depuis 9 ans. Ouais. Et là, tu partages ton désir d'avoir un enfant. Comment ça s'est passé avec ton conjoint? Ben, la réalité, c'est plate, mais ça s'est passé plutôt mal. Tu sais, on se rencontre tellement jeune. Dans le temps, moi, j'avais comme 20 ans, 19 ans. Fait que c'est même pas les discussions que t'as, là. Quand t'es un homme de 19 ans gay, honnêtement, tu parles même pas de ça. Parce qu'on dirait que c'est même pas quelque chose qui peut t'arriver, que c'est un cheminement que tu peux le vivre. Donc, on en a juste jamais parlé, mais en dedans de moi, ça a toujours été le désir le plus profond que j'avais. Peu importe l'argent, les accomplissements professionnels, la vie que je bâtissais, ben moi, je voulais une vie de bonheur, je voulais une vie de famille, puis je voulais une vie d'amis. Fait que ça a tout le temps été mon plus grand rêve. Fait que même si j'en ai jamais parlé, moi, je le savais, mais lui, il savait pas que ça faisait partie de mes plans pour le long chemin, en fait. Puis, ben c'est ça, malheureusement, quand c'est arrivé, spontané durant la COVID, que j'ai eu l'opportunité, ben j'ai juste dit, ben moi je le fais. Puis malheureusement, on a juste une vie à vivre. Fait que si t'es pas dans le game, ben la course, ça s'arrête là. Alors, comment t'as vécu cette rupture? Ben, au début, il a essayé de se convaincre qu'il allait vouloir être beau-père pour rester avec moi. 9 ans de relation. Quand t'es en couple encore après 9 ans, ben, t'as passé les pires étapes. Chez les hommes, c'est assez spectaculaire. Je m'excuse. Ben, c'est ça. Puis encore aujourd'hui, on est encore des amis très proches. Oui. Fait que, tu sais, c'est peut-être une drôle de question, là, parce que tu te demandes pourquoi il est parti, c'est juste à cause d'un enfant. Fait que c'est pas à cause de la relation, c'est pas à cause de l'amour. Fait que comment je l'ai vécu? Ben, c'est sûr que du jour au lendemain, je suis revenu chez nous puis il était parti avec toutes ses affaires parce qu'il avait pas été capable de me confronter puis de me le dire. Donc,
Donc, il a pris un peu la petite technique passe vite. Fait que je suis revenu chez nous 1 mois avant la naissance de ma fille. Je quittais le lac Saint-Jean pour m'en aller en Ontario pour accoucher. Puis je suis arrêté chez nous en chemin. Puis je me suis rendu compte qu'il était parti avec toutes ses affaires parce qu'il n'avait pas été capable de me le dire qu'il voulait partir. Ouais, c'est poche. Ouais, fait que tu reviens, il te manque un lit, un divan, des affaires de base. T'as un enfant nouveau-né qui arrive dans 1 mois toute seule. Fait que là, t'apprends que t'es toute seule, t'apprends que tu vas tout faire. C'était un projet qui était en solo, mais je sais pas, je m'étais imaginé peut-être être un peu épaulé là-dedans, de me dire bravo, lâche pas par quelqu'un. Fait que ça a été une tournure un peu spéciale. Parce que tu comprends que c'est solo parce que c'est quand même une décision que tu as prise, parce que souvent les gens se retrouvent monoparentales à la suite de rupture et tout ça. Là, tu viens de comprendre pourquoi je t'ai invité après Nesrine, parce que je trouvais que ça fitait bien. Alors, tu t'es pas fait la vie facile. Tu as décidé que tu allais faire appel à une mère porteuse, puis au Québec, ça marche pas, là. Non, c'est pour ça qu'on est allé en coucher en Ontario, parce qu'au Québec, quand un enfant vit au monde, la mère est automatiquement sur le certificat de naissance, tandis qu'en Ontario, on pouvait mettre mère inconnue. Donc, pour éviter de retourner en cours avec un enfant, de la faire retirer, etc., puis point de vue légal, on a tout simplement allé en Ontario, donc on a mère inconnue, puis moi, je suis le père directement. Mais éventuellement, avec la pluriparentalité, ça risque de régler les problèmes. Là, effectivement. Et là, ce que je trouvais intéressant, parce que c'est là où j'ai dit, mon Dieu, je t'ai épuisé pour toi. Tu me racontes que tu es célibataire avec un enfant, tu as une business, puis tu n'es pas fait en bois, puis tu veux tu as découvert le monde du dating. Ah ouais, c'est quelque chose. Ça marche-tu de rencontrer quelqu'un quand on a un enfant à la maison? Ben, je te dirais que on dirait que dans un monde hétéronormatif, c'est comme normal, passer un certain âge, que les gens aient des enfants, mais je te dirais que dans le monde gay, pour te faire ça simple, tout le monde est genre WTF, là, tu sais. Comment c'est possible? D'où vient l'enfant? Mais tout le monde assume que j'étais hétéro, premièrement. Donc, tout le monde assume que j'ai fait un coming out à 30 ans. Là. Ça, c'est la première des choses. Il faut vraiment leur faire lire le livre. Tout le monde assume ça. Là, quand que je leur explique et tout, après ça, ils me trouvent fou. Fait que là, la 50% me cancelle. Ils se disent, mon Dieu, qui c'est qui veut faire un enfant tout seul, les responsabilités qui en viennent. Puis après ça, généralement, ils se mettent à réfléchir que s'ils sortent avec moi, ils se ramassent beau-père bien rapidement dans le setup parce que l'enfant, il est tout le temps là. Fait que là, je me refais flusher. Fait qu'il y a plusieurs portes qui mènent toutes vers le flushage. Puis il y en a très peu qui mènent jusqu'au bout. Ah mon Dieu, tu le dis en riant, mais c'est pas drôle. Non, mais aujourd'hui, comment ça fonctionne? As-tu quelqu'un dans ta vie, finalement? Non, j'ai ma petite fille, ma cocotte. Oui, l'amour inconditionnel, que malgré tout, qu'est-ce qui peut être triste d'être seul puis d'avoir connu une relation pendant 9 ans et tout, ce qui est réconfortant, c'est de se dire qu'il y a quelqu'un qui t'aime inconditionnellement et que tu aimes inconditionnellement. Puis quand j'ai pris la décision de tout perdre pour faire mon enfant, je le savais que cet amour-là allait être pour toujours. Peu importe qu'est-ce qui va arriver, même s'il arriverait une tragédie, peu importe, dans ton cœur, dans ton âme, dans ce que tu viens dedans de toi, t'es en amour avec ton enfant pour toujours. Donc, je me suis dit, le choix est simple, je vais choisir ça plutôt que de rester en couple, même si c'était super beau 9 ans de relation. Ben, Pierre-Luc Delisle, on a fait ça en 8 minutes, c'est quand même pas si mal. Oui, effectivement. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ce partage. Et merci à vous. Pour joindre l'équipe de l'heure où l'arc-en-ciel se lève, écrivez-nous à heurciel@gmail.com, heurciel en un seul mot, @gmail.com. Suivez Denis Martin Chabot sur Facebook et Instagram, @DM Chabot Auteur et sur LinkedIn, Denis Martin Chabot. Après la pause, on prend des nouvelles d'Éric Chacour et on va parler de Queen and Queer, des événements pour les femmes de la diversité sexuelle et de genre, et Drink and Draw, des soirées de dessin queer. C'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève avec Denis Martin Chabot. Qui ne connaît pas Éric Chacour, l'auteur de ce roman « Ce que je sais de toi », un roman puissant, un roman plein de sensibilité qui touche à plusieurs thèmes, dont l'amour interdit, la filiation, les normes sociales, l'identité. Un roman qui a connu un succès fulgurant partout au pays, qui a été traduit dans plusieurs langues. Et nous, on ne va pas le flatter, mais on célèbre nos personnes qui réussissent, qui font rayonner nos communautés partout dans le monde. Éric Chacour, bienvenue à l'heure où l'arc-en-ciel se lève. Bonjour Denis Martin, merci pour cette introduction. Écoute, je pense que je vais commencer avec la chose la plus importante. Tu as remporté le prix littéraire France-Québec. Écoute, c'est une grosse nouvelle. De tous ces prix, tu en as tellement reçu pour ce roman. Celui-ci est quand même un autre prix intéressant. Comment toi, tu le reçois?
Oh bah celui-ci, il est chouette parce que c'est vraiment un prix qui dit quelque chose de la vie de ce roman. C'est un roman qui a existé entre la France et le Québec. Et à chaque fois, c'est une partie de l'Atlantique qui faisait vivre la suivante. C'est-à-dire qu'au tout début, il n'y a pas grand monde qui en parlait au Québec. Il y a l'heure où l'arc-en-ciel se lève qui m'avait invité pas longtemps après la sortie. Mais tu vois, les médias n'en parlaient pas tant que ça. Et c'est quand il est sorti en France qu'il a eu un gros succès au Québec. Et après, c'est quand les libraires du Québec ont commencé à en parler qu'un éditeur l'a trouvé en France. Enfin bref, ça a été une suite de ping-pong entre la France et le Québec. Et gagner aujourd'hui ce prix, je pense que ça dit quelque chose de la vie de ce livre. Qu'est-ce que ces prix changent, surtout celui-là, parce que c'est quand même France-Québec, mais qu'est-ce que ça change dans le rapport que tu peux avoir avec les lecteurs et les lectrices quand tu les rencontres, surtout que tu étais au Festival du Livre de Paris? Tu sais, les prix, ce roman-là, il a gagné beaucoup de prix. Il en a gagné entre, je sais pas, entre 35 et 40. Mais c'est pas le nombre de prix qui est important, c'est vraiment la diversité. C'est vraiment le fait qu'il y a certains prix, comme le prix France-Québec, qui est un prix donné par des lecteurs et des lectrices. Donc, c'est des comités qui s'organisent un peu partout en France, des gens qui adorent le Québec, qui font partie d'associations entre la France et le Québec et qui votent pour ce livre. Mais il y a aussi des prix que j'ai remportés qui ont été donnés par des professeurs, des prix qui ont été donnés par des collégiens, des prix qui ont été donnés par des libraires. En fait, moi, ce qui me touche, c'est la diversité de ces prix. C'est le fait de voir que ce roman-là a su toucher au-delà d'une seule catégorie de personnes. Tout à fait. Tu n'es pas écrivain de formation. Tu as passé par toutes sortes d'autres univers professionnels. Quand as-tu senti que, oui, là, c'est mon tour, j'ai un roman à écrire? Ça s'est pas vraiment fait comme ça, en fait. Moi, ça faisait longtemps que j'avais un roman que j'écrivais, un petit truc qui traînait sur un disque dur d'ordinateur. Et quand j'avais un petit peu de temps, j'essayais de le compléter. Euh, et c'est vraiment quand j'ai mis le dernier mot sur ce que je sais de toi que je me suis dit, tiens, il faudrait que je l'envoie à un éditeur pour voir. C'était vraiment pour voir au début. C'était un peu la cerise sur le sundae de me dire, bon, bah, si y a un éditeur qui en veut, tant mieux, ça pourrait être chouette. Mais moi, je l'écrivais avant tout pour moi. Je l'écrivais parce que c'était mon passe-temps et c'était une chose qui m'apaisait beaucoup. Et je ne pouvais pas soupçonner l'aventure que ce serait de le voir un jour dans une librairie. Et ce roman, était-il toujours ce projet d'écriture, comme tu le décris, est-ce que c'était toujours un roman? Ça a changé de format? Non, c'était assez clair. Moi, en fait, j'ai besoin d'avoir un plan quand j'écris, un plan qui est très, très précis, de savoir chapitre par chapitre ce qui va se passer, quels sont les personnages en présence, les informations qu'ils s'échangent. Donc, j'avais fait un plan de mon roman qui était assez précis et il n'a pas tellement dévié au fil des ans. Je savais que ça devait être un roman qui ferait à peu près 300 pages et je savais à peu près ce qui allait s'y passer. Ce que je ne savais pas en revanche, c'était de quelle manière je voulais dire les choses. Et ça, l'écriture, elle a un peu évolué avec le temps. Parce qu'on n'écrit pas de la même manière. Tu sais, moi, j'ai écrit ce livre-là sur une grosse quinzaine d'années. On n'écrit pas de la même manière quand on est au début de sa vingtaine ou quand on approche de la quarantaine. Donc, oui, le style a un peu changé quand même avec le temps. Alors, ton roman nous plonge dans l'Égypte du Caire des années 80. Qu'est-ce qui t'a attiré à faire un roman qui se passe à cette époque et ce lieu comme toile de fond? Là, je Ah, disais bah, en partie dans le Caire, parce qu'il y a quand même une partie de roman qui se passe ici, là. Oui, bah, en fait, c'est vraiment l'Égypte de mes parents. C'est l'Égypte de leur époque. Moi, j'ai grandi avec ces histoires. J'ai grandi avec mes parents, mes oncles, mes tantes, leurs amis qui racontaient un peu leurs souvenirs de jeunesse quand voilà, ils avaient un peu trop bu à table, ils commençaient à parler de leur vie, de leur enfance. Et ça me faisait rêver, ce truc-là. Ça me faisait rêver quand ils disaient: «Ah, tu te souviens la fois où on est allé faire du camping sauvage devant les pyramides le soir du Nouvel An?» Je me disais: «Mais c'est fou!» Et à une époque où des gamins de 17, 18 ans allaient faire du camping devant les pyramides, juste l'image est merveilleuse. Et moi, j'ai grandi avec ces histoires-là. Et quand j'ai eu envie d'écrire ma grande histoire d'amour, l'histoire que j'avais en tête, que j'avais imaginée avec des personnages imaginaires, et ben, j'ai eu envie de la situer dans cette Égypte-là qui me faisait rêver. Une Égypte, donc, dans une société conservatrice. On se rappelle que dans ces années-là, en fait, et encore peut-être de nos jours, l'homosexualité, c'est pas facile. Qu'est-ce que tu voulais raconter ou qu'est-ce que tu voulais dire ou déconstruire à travers cette histoire-là? Bah, c'est sûr que dans un contexte pareil, c'est-à-dire on parle de deux hommes qui viennent de milieux différents, qui n'ont pas la même religion, qui n'ont pas le même niveau social, et qui en plus sont deux hommes, ce qui est sans doute ce qui les condamne plus que tout le reste. Euh,
dans une Égypte de la fin du XXe siècle, on devine que ça va être très difficile pour eux. Et ce contexte-là rajoute un caractère dramatique à l'histoire que je voulais raconter. Après, pour reprendre ton terme, je n'ai pas écrit ce roman pour déconstruire quoi que ce soit. Je n'ai pas écrit ce roman de façon militante. J'ai écrit ce roman parce que je voulais qu'on croie à cette histoire d'amour. Je voulais que vous soyez avec moi dans cette voiture où un baiser allait s'échanger et que vous y croyiez autant que moi, que vous l'attendiez peut-être autant que le personnage principal. C'était ça qui m'importait, plus que tout le reste. Après, voir que ce roman-là, qui met au centre une histoire d'amour entre deux hommes, arrive à toucher aussi largement et à traverser les frontières, moi, c'est une grande fierté pour moi. Mais ce n'était pas un geste militant conscient au moment où je l'écrivais. En fait, c'est ça, hein, parce que quand on écrit, on raconte une histoire, on se l'écrit à soi, puis on la publie pour que d'autres la lisent, c'est ça. Tu as participé à un panel à Paris sur le thème « S'autoriser à être soi ». Est-ce qu'il y a une anecdote qui t'a marqué dans ce panel-là, là, qui, notamment au niveau des jeunes LGBT, là, que tu voudrais partager avec nous? Alors, c'était un panel avec 2 auteurs marocains. C'était le Maroc qui était le pays invité d'honneur au Festival du Livre de Paris. Je rappelle que l'année précédente, c'était le Québec. Donc là, c'était le Maroc cette année. C'était 2 auteurs marocains, Abdellah Taïa et Souleymane Berrada. Et ils parlaient un peu, alors ils parlaient évidemment de leur livre, qui comporte des histoires d'amour entre 2 hommes, mais ils parlaient aussi de leur expérience propre. Et en les écoutant parler, je mesurais la chance que j'avais d'être ici au Québec aujourd'hui et de pouvoir dire ce que je viens de te dire à la question d'avant. Ouais. C'est-à-dire que je peux avoir le choix aujourd'hui d'envisager ma vie et ma présence sociale de manière militante ou pas. Parce qu'il y a encore des pays où le simple fait d'être soi et d'oser l'être au grand jour est une revendication militante en soi. Moi, j'ai la chance que des gens se soient battus avant moi pour me permettre d'avoir ces droits-là. Et ça, c'est quelque chose de merveilleux. Tu vois, quand on lit un roman comme Racine secondaire de Vincent Fortier, où il parle des rafles d'homosexuels qu'il y avait dans des bars Enfin, moi, je me souviens du Trucks à Montréal. Quand je dis je m'en souviens, j'étais pas né. Ouais. Mais c'était il n'y a pas si longtemps que ça. C'était il y a 40-50 ans maximum. Il faut quand même voir d'où on vient, nous, et être fier du chemin qu'on a parcouru. Je veux dire, c'est merveilleux aujourd'hui d'avoir la discussion qu'on a dans une émission comme la tienne. Merci, Éric Chacour. À la prochaine. Un grand merci, Denis Martin. C'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève avec Denis Martin Chabot. Où sont les femmes? C'est ma prochaine invitée. Je pense qu'elle a une bonne idée où on peut les trouver. Marlene Thomas, qui, après avoir fait de longues études, là, MBA, etc., a décidé de lancer une entreprise d'organisation d'événements qui s'appelle Queen and Queer. Et avec son associé, la DJ Sam, elle offre des soirées qui visent les femmes de la communauté des communautés LGBTQ+. Et elle développe présentement une offre de services clés en main pour les entreprises qui souhaitent organiser des événements à saveur queer pour leurs employés. Bienvenue à l'émission, Marlene. Merci beaucoup. Alors, on utilise quel pronom et quel accord avec toi? On utilise elle, les accords féminins, oui. Alors, qu'est-ce qui t'a donné l'envie de créer ce type d'événement-là en particulier? Il y a 2 choses, en fait, principalement. Trouver où sont les femmes, oui. Voilà, trouver où sont les femmes, ça, c'est déjà bien, parce que parfois, on les cherche longtemps aussi. Mm-hmm. Mais principalement, c'est vrai, ça fait partie d'une mission, en fait, que l'on a. Puis là, j'ai l'air sérieuse quand je parle de ça, mais c'est dans une continuité. Ça fait 3 ans et demi qu'on fait ça, qu'on roule avec Sam. Et puis, initialement, ce qu'on voulait, c'était mettre en avant les femmes artistes, les femmes DJ. Et c'est ajouter à ça aussi les performeurs femmes non-binaires qui se définissent comme femmes. Puis pourquoi on a fait ça? C'est parce qu'il n'y a pas beaucoup de visibilité pour les femmes. Il n'y a pas une parité, même à l'intérieur même de notre communauté, en fait. Donc, on a cette observation-là. Et puis, le deuxième point, c'est vraiment, on voulait rassembler la communauté. Et comme tout le monde, on a vécu la COVID aussi, on l'a ressenti. Et donc, on a commencé une première soirée dans un bar de quartier qui s'appelle Notre-Dame-des-Quais, que je suis sûre vous connaissez très, très bien. Oui, dans le Myland, ici à Montréal. On est poussé d'un bout à l'autre du pays, je pourrais dire. C'est un bar très, très intéressant ici à Montréal. Oui. C'est ça, oui. Donc, on a commencé par là. Je le fréquentais, ce bar-là. Et puis, on l'a rempli assez rapidement. En fait, on a commencé au mois de décembre 2021. C'était la première ouverture. On a recommencé quelques mois plus tard à la seconde ouverture. Puis, on a rempli une deuxième salle plus grande qui s'appelle le Timis 350, fait qu'il y avait une demande. Puis à la fin de ces soirées-là, en fait, les clients sont venus nous voir en nous demandant une récurrence. Ils nous ont dit, on ne voit pas souvent des événements comme ça. On aimerait bien en avoir un petit peu plus. Puis si vous faites tous les mois, nous, on va venir. Donc, on n'avait pas prévu, mais on a commencé à faire des événements tous les mois et demi à peu près. Donc, on a fait 8 événements la première fois, la deuxième fois 12 événements. Et l'an dernier, si je ne me trompe pas, on en a fait 15 avec quelques collaborations.
Fait qu'on est un petit peu hyperactif aussi, je vous dirais, là-dessus. Puis on se promène maintenant. On est à Montréal, on est à Québec, on est à Sherbrooke et on est à Ottawa depuis le mois dernier. Ça démontre quelque chose, là. Parce qu'à Montréal, c'est toujours le même problème. Ça fait un bout de temps qu'il n'y a plus de bars où les femmes peuvent se rencontrer. Et donc, ça remplit un besoin, là. Ça remplit un besoin tout à fait. Puis ça remplit à Montréal, mais aussi à Sherbrooke. Je suis en train de penser à cet endroit-là parce qu'il n'y a plus d'endroit actuellement pour se réunir. Donc, c'est plus des événements sporadiques actuellement. Tu disais que de ne pas te reconnaître dans ce qu'on appelait les soirées lesbiennes d'antan, qu'est-ce qui manquait à ces événements-là que tu fais maintenant? Alors, c'est assez personnel quand même, c'est mon opinion. Mais moi, quand je sortais, en fait, la musique ne me rejoignait pas vraiment. C'était plutôt commercial. Puis moi, j'écoute autre chose. Donc, je cherchais d'autres types d'événements. Je n'en trouvais pas forcément dans la communauté même. Et puis aussi, ce que j'avais remarqué, c'est que je rencontrais souvent les mêmes personnes. Donc, même si je faisais des 5 à 7, des restos, des journées plein air, etc., je rencontrais différents types de personnes, certains âges, francophones d'un côté, etc., mais je ne les voyais pas tous dans la même salle, par contre. Donc, moi, j'allais à des événements, mais j'allais aussi plutôt dans des endroits. Je parlais de Notre-Dame-des-Quais tout à l'heure, mais il y avait aussi le Phoenix Bar à l'époque. Phoenix n'est plus là. Et ce que je cherchais, c'était plus la queerness, je dirais. Donc, c'est plus côté queer ou différentes âges, différentes cultures aussi. Puis moi, je suis migrante. Vous entendez mon accent. Je pense que je ne l'ai pas perdu trop, là. Ça fait 18 ans que je suis à Montréal. C'est comme... J'aime bien voir des gens aussi d'horizons différents. Donc, c'est un peu ça. Les personnes immigrantes sont pratiquement majoritaires ici à Montréal. Voilà. Les gens ne s'en rendent pas compte, mais c'est un fait. Alors, le choix des lieux, c'est important aussi. Oui. Les lieux, donc, influencent l'énergie de la soirée? Absolument, et nous, on favorise les salles de spectacle, en fait. Ah, on d'accord. On ne va pas dans les bars. Il y a plusieurs raisons. Déjà, on est trop nombreux pour aller dans les bars, mais aussi, on veut l'expérience complète, que ce soit pour le public ou pour les DJ qu'on met en avant, les performeurs. Donc ça, c'est important d'avoir la sono de qualité, d'avoir l'éclairage aussi, et puis d'offrir, en fait, ces événements jusqu'à tard, petites heures, 3 heures du matin, et parfois plus. On a déjà fait des afters aussi. C'est plus rare. Mais c'est ça qu'on veut offrir, en fait, à la clientèle. Fait qu'on se promène à travers Montréal et on essaye de se promener un petit peu partout pour offrir des choses différentes. Et aussi, ça permet pour nous d'être plus créatifs. Au niveau de la programmation, je n'aurais pas la même chose si je m'en vais au Bas-Mathieu versus Satosphère, par exemple. Ça ne sera pas la même chose. Donc, j'offre une diversité au niveau pour la clientèle aussi. C'est ça qui est... nous offrons, c'est ça, mais évidemment avec moi. Revenons à la musique, parce que ça a l'air très important. Parce que la musique, c'est ça qui sert à créer ce qu'on pourrait appeler un espace bienveillant, un espace sécuritaire. Oui, tout à fait. Comment? Nous, on le garantit, en fait, l'espace sécuritaire. Et la musique, pour nous, c'est comme un lien c'est vraiment un lien invisible qui va vraiment connecter les gens. Mais on voit les gens qui reconnectent quasiment. Puis là, je suis en train de penser aux thématiques que l'on propose, parce qu'on propose des thématiques house, évidemment. Électro, c'est plus de l'introspection quand c'est de l'électronique. Mais on propose aussi des thématiques afro, des thématiques arabes, musique du Maghreb. Puis quand on va dans des événements comme ça, on voit beaucoup de gens qui sont très nostalgiques. Ils pensent à avant, ils pensent au pays, ils pensent à la famille. Fait que ça les reconnecte. Puis on les voit plus proches de leurs émotions aussi. Donc on a ça côté musique. Mais dans nos événements, en plus, on renforce avec des bénévoles. Donc là, c'est encore autre chose. Mais nous, on essaie de créer l'espace sécuritaire avec des sentinelles. On les appelle brassards rouges, en fait. Donc on les ajoute dans la soirée. Fait qu'on crée quasiment... On essaie d'ajouter tous les ingrédients pour avoir le plus possible de bien-être. Parce que la sécurité, c'est important. Là, quand Absolument. On parle d'un public de femmes, puis je ne fais aucun commentaire sexiste ici, c'est une réalité. Quand on sort du bar, quand on sort de l'événement, on a besoin de se sentir en sécurité. Oui. Donc ça, c'est de A à Z avec vous autres. C'est de A à Z, c'est ce qu'on garantit, c'est absolument ce qu'on veut. Fait qu'on a vraiment nos bénévoles, notre sécurité. Excellent. On est tous avertis, on est tous, je dirais pas formés, mais au moins alertés quasiment pour ça. Et on a des messages à travers toute la salle pour justement notre public vienne nous approcher. S'il y a le moindre problème, ils viennent voir à Brassard, ils viennent voir la sécurité, le bar ou les organisatrices. Qu'est-ce que signifie cette espèce de message qui dit « occuper l'espace » et l'autre, c'est « music is the answer ». La musique, c'est la réponse. Oui, alors ces deux messages-là sont très importants parce que ça nous rejoint directement, ça résonne beaucoup avec Queen and Queer. Ça fait partie de la mission de visibilité, en fait. Il y a 2 jours, il y avait visibilité lesbienne, puis c'est pas pour rien, on en a besoin. Nous, on met en avant les femmes artistes, mais aussi on veut pouvoir avoir une accessibilité pour notre public. Puis là, maintenant, on va dans des endroits où on n'allait pas forcément avant en tant que collectif féminin indépendant.
je veux dire. Parce que si on voulait aller là-bas, il faudrait un festival avec nous, en fait. Donc maintenant, on va au Club Soda. On y est allé l'an dernier, on a occupé vraiment l'espace. On était 950, on a fait sold out, quasiment. Wow. Et puis, on était à Satosa, on y est allé encore cette année aussi. Fait que ces salles-là sont plus conventionnelles, habituellement, ne sont pas habituées à voir les lesbo-queer. On les a occupées, puis maintenant, ils nous connaissent, puis ils nous apprécient, puis ils veulent nous voir revenir aussi. Mais je te dirais quand même, par contre, le revers de la médaille, c'est on veut des salles plus grandes, mais parfois, c'est difficile d'avoir les dates qu'on veut. Donc, c'est difficile d'avoir encore, par exemple, Club Soda une autre fois, ou etc. On peut les avoir, mais c'est pas toujours comme on peut, parce qu'on n'a pas forcément le levier aussi pour ça. On reste indépendant, on reste un petit groupe. Je voudrais terminer parce que je disais tout à l'heure que vous allez offrir des soirées là, pour des entreprises. Qu'est-ce que c'est que ce que tu veux ça, proposer? C'est complètement autre chose. En fait, on a un autre volet qui reste encore à développer, mais Sam et moi, on a commencé à offrir des services à saveur queer. Donc, certains comités, certaines entreprises, on a eu MEC, par exemple, comme client. On apporte le côté technique. MEC, c'est le musée d'art contemporain ou le... Non, MEC, vraiment, le magasin sportif, Mountain en fait. Equipment Co-op. Voilà, oui, c'est de ça. Calgary, d'accord, oui. C'est ça. Et on a fait affaire aussi avec d'autres groupes. Mais ce que nous, on offre, en fait, c'est un placement DJ où on peut faire l'idéation aussi de la soirée et puis la sono. Parce qu'on a quelqu'un qui est très, très fort en sono, qui s'appelle Sam, justement, qui est tech de sono. Donc ça, c'est un peu notre force aussi. Donc, on développe un petit peu ce volet-là. On n'est pas encore rendu à un point d'avoir beaucoup de clients. On va continuer à vous suivre sur les réseaux sociaux. Oui. Queen and Queer, qu'on peut trouver sur Facebook, Instagram. Tout à fait. Et on va continuer à vous suivre et bon succès. Merci beaucoup. Merlyn Thomas, merci beaucoup. Merci à toi. C'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève avec Denis Martin Chabot. En juin 2023, Samuel Frenette lance les ateliers Drink and Draw au bar Le Cocktail à Montréal. Loin de l'ambiance académique, c'est des événements qui sont ouverts à tous, des curieux aux passionnés, dans une atmosphère conviviale, artistique et décontractée. Bienvenue à l'émission L'heure où l'arc-en-ciel se lève, Samuel Frenette. Merci beaucoup. Alors, prenons accord avec toi, puisque c'est ta première fois ici, on te le demande, oui. Il, lui. Alors, tu incarnes le croisement entre l'art, l'identité queer et l'entrepreneuriat culturel. Est-ce que je me trompe? À peu près ça? Oui, je pense que c'est une bonne description. Qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer dans cette démarche dont on parle maintenant, d'avoir des soirées de dessin dans un bar, avec de la musique puis de la bière? Oui, ben, déjà, on parlait de l'isolement dû à la COVID puis tout ça. En fait, moi, j'ai commencé l'événement en sortant du confinement, après 2 ans vraiment en confinement. Avant que ça commence, je vivais à Los Angeles et puis je venais de découvrir une série d'événements qui étaient similaires à ce que j'ai fini par créer ici à Montréal. Angeles. Oui, c'est ça. Je travaillais à Los Angeles dans un studio d'animation à DreamWorks. Et puis, j'ai découvert justement une série de sessions de dessin de modèles vivants qui se centraient surtout sur des modèles masculins pour les hommes gays. Et puis, c'est peu après avoir découvert ça qu'il y a eu l'isolement social qui est venu dû à la COVID. Mais j'ai poursuivi cette espèce de contact-là avec la communauté artistique gay en ligne. Et puis, quand j'ai finalement décidé de revenir à Montréal, je me suis dit que je voulais absolument reconnecter avec des gens de cette façon-là en combinant un peu la créativité, les arts et puis cet aspect-là qui est un peu plus social. Donc, la motivation, est-ce qu'on peut dire qu'elle est thérapeutique, politique, artistique? Je pense qu'on peut dire artistique, sociale aussi, okay. Oui. Donc, je reviens là-dessus, tu as travaillé dans des grands studios, DreamWorks, tu viens d'en parler, Sony. Mm-hmm. Qu'est-ce que ce passage par l'industrie hollywoodienne t'a apporté? Bien, je pense que c'est vraiment un privilège de pouvoir travailler sur des films comme ça qui ont une renommée internationale, de pouvoir travailler sur des problèmes créatifs, techniques avec des gens qui sont super intelligents, créatifs aussi. Donc, je pense que ça a beaucoup enrichi ma vie de travailler sur ces projets-là. Mais je sens un mais. Ben, je pense que sur des gros projets comme ceux-là aussi, évidemment, il faut que ce soit reçu internationalement. Donc, il faut que socialement aussi, les thèmes qui sont abordés le soient de façon acceptable partout au monde. Donc, pas très queer. Donc, pas très queer. Donc, souvent, on va devoir un peu se brimer à ce niveau-là. Et puis, c'est pour ça, des fois, que c'est fun, des projets d'animation qui sont un peu plus indépendants ou des projets artistiques plus indépendants comme Drink and Draw. Alors, tu dessines des modèles nus issus des communautés queer ou LGBTQIA+.
Comment choisis-tu les modèles? Ça se fait de façon assez organique maintenant que les gens savent que je fais ça. Souvent, je vais rencontrer des gens, ils vont me dire qu'ils seraient intéressés. On va peut-être m'introduire à des amis qui seraient intéressés à faire ça. Mais largement, je les trouve sur les réseaux sociaux aussi. Donc, je vais habituellement être capable de trouver des gens qui s'affichent un peu d'une façon qui suppose qu'ils seraient à l'aise d'être modèle au bar. Je tiens à spécifier aussi que c'est pas complètement nu pour les sessions au bar Le Cocktail. Donc, il y a quand même des sous-vêtements. Oui, parce que la nudité, je pense qu'elle n'est pas permise dans les bars. Je pense que c'est ça. C'est ça. Eux, spécifiquement, n'ont pas le permis. Ouais. Donc, c'est ça. Mais c'est ça. Souvent, ça se fait avec les réseaux sociaux. Puis, on a eu la chance d'avoir toutes sortes de modèles. On a eu des Olympiens, des acteurs, des auteurs, des artistes de cirque. Vraiment, la liste est longue des différents types de modèles qu'on a eus. Quelle sorte de lien se tisse entre toi comme artiste ou les artistes et la personne qui va poser pendant la séance? Je pense que ça va vraiment varier selon. Des fois, il y a des modèles avec que j'ai invités avec lesquels je suis devenu vraiment bon ami. Mais je pense que c'est justement cet aspect-là de communauté qui se crée, même si c'est pas, disons, le lien le plus fort qui se crée. Après ça, à différents événements, puis tout ça, on se reconnaît un peu entre nous. Moi avec eux, mais aussi les gens qui participent à ces soirées-là, puis qui apprennent à se connaître un peu dans un contexte qui est un peu plus social, puis qui fait partie de leur quotidien. Moi, je peux te dire, j'ai été modèle vivant, mais c'était dans des salles de classe. Wow, oui, académique. C'était académique. Et puis là, je me dis, mais comment tu décrirais ce genre d'événement-là? Parce que là, on est dans un bar. Comment tu décrirais ça à quelqu'un qui dit, j'aimerais ça aller faire du dessin, qu'est-ce que tu proposes? Je tiens à dire que j'aimerais beaucoup vous avoir comme modèle si vous êtes ouvert à J'irai, ça. promis. Oui? OK. Bon, les gens peuvent s'attendre à ça. Là, j'ai fait la promesse en ondes, donc c'est ça. Bon, parfait. Je pense que c'est définitivement beaucoup plus décontracté que les sessions académiques. Il n'y a pas d'instruction. Les gens peuvent vraiment arriver, prendre un verre avec leurs amis, explorer différents médiums. Il n'y a pas une seule façon de le faire. Les pauses varient de 1 minute à 15 minutes. Donc, c'est environ ça. C'est déjà beaucoup mieux que les pauses académiques parce que parfois, on fait des 30 minutes. Oui, c'est ça. Puis, je veux dire, des fois, en illustration, ils vont aller jusqu'à 3 heures, tout ça. Donc, nous, ça reste très dynamique. Moi, je mets aussi beaucoup de musique. Je vis un peu ma vie en écoutant de la musique à découvrir pour les sessions. Donc, j'aime beaucoup la techno mélodique. Dernièrement, j'écoute beaucoup un style de musique sud-africaine, du amapiano. Donc, je vais vraiment intégrer ces différents types d'artistes-là. Des artistes locaux aussi, comme Rosso Modo ou bien Naomi, Anachnid. Donc, je vais essayer d'intégrer aussi ça dans les playlists puis rendre ça vraiment convivial, sensuel, un peu rythmé. Là, je suis vraiment curieux. Est-ce que le fait... je peux penser que si on boit, ça va avoir une influence sur notre dessin, surtout si on boit trop, mais là, à part de cette blague-là, est-ce que la musique influence la façon qu'on va dessiner quelqu'un? Ah, c'est une bonne question. Je veux dire, je pense que le type de musique que je choisis, c'est un type de musique qui, d'habitude, qui fait un espèce de build-up. Puis je pense que ça permet un peu de se concentrer, d'entrer dans une espèce de zone de flow créative. C'est ce que je ressens personnellement. Après ça, il faudrait demander aux participants s'ils aiment ma musique, mais j'ai pas eu de plainte. Alors, comment ton travail est-il perçu par la communauté artistique queer ici à Montréal? Bien, je pense que les gens l'apprécient beaucoup en général. Les ateliers, en tout cas, ça donne une espèce de tiers-lieu qui n'est pas tout simplement sortir dans un club, sortir dans un bar. C'est encore dans un bar, bien sûr, mais on se concentre un peu plus sur un hobby que les gens ont. Puis c'est vraiment une porte d'entrée pour les gens à apprendre à se connaître entre eux. Donc, ça permet vraiment de créer cet aspect-là de communauté. Puis on en apprend beaucoup les uns sur les autres sur le type de dessin qu'on fait. Par exemple, moi, il y avait une artiste qui était venue pour la première fois qui était vraiment bonne. J'étais impressionné. Je voulais savoir un peu comment elle avait appris à dessiner. Puis j'ai su que c'était sa première session de dessin. Par contre, elle était chirurgienne, donc elle avait vraiment une bonne connaissance de l'anatomie, puis les mains vraiment assurées. Donc, tu sais, c'est ce genre de conversation-là qu'on apprend à connaître. qu'on fait, hein? Oui, c'est ça.
Donc, est-ce que l'ambiance queer change quelque chose dans cet atelier de dessin? Je pense que oui. Surtout, c'est des modèles majoritairement masculins sur le spectrum de la masculinité que je choisis pour les ateliers. Je pense qu'on a peut-être une certaine aisance à se représenter d'une façon où on est aussi des fois l'objet du désir, des choses comme ça, qui n'est pas nécessairement la façon hétéronormative de représenter les hommes. Après ça, l'identité de tous les artistes, leur identité queer, l'environnement, tout ça va affecter leur approche au dessin. Donc, je pense que ça influence tout ça. Il ne reste pas beaucoup de temps, mais la représentation du corps queer, c'est encore de nombreux enjeux, tu penses? Je pense certainement que oui, c'est important de représenter la diversité là-dedans. On a encore beaucoup de choses à apprendre sur s'aimer, s'accepter soi-même. Hein? Mm-hmm. Écoute, Samuel Frenette, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Et je rappelle donc que les ateliers Drink et Draw, ça a lieu combien de fois, là, une fois par mois? C'est aux 2 semaines, mais on a beaucoup d'ateliers. Donc, si les gens me suivent sur Instagram, @omomo, je vais annoncer toutes les sessions qui s'en viennent. HOMO dans un seul mot pour te trouver. Merci beaucoup. Merci à vous. Pour joindre l'équipe de l'heure où l'arc-en-ciel se lève, écrivez-nous à heureciel@gmail.com, heureciel en un seul mot, @gmail.com. Suivez Denis Martin Chabot sur Facebook et Instagram, @DM Chabot Auteur, et sur LinkedIn, Denis Martin Chabot. C'était l'heure où l'arc-en-ciel se lève, épisode 114 en ce 28 avril 2025. N'hésitez pas donc à communiquer avec nous, comme on vous l'a annoncé. Merci à l'équipe, Godéric Rob et Marie Massé à la recherche. Merci à l'équipe de Canal M, Maurice Bolduc à la mise en onde, Jean-Sébastien Laliberté qui est notre chef de diffusion, Philippe Lapointe, directeur d'antenne, et Marjorie Théodore, présidente et directrice générale de Vue et Voix à Canal M. Je m'appelle Denis Martin Chabot. Merci d'être là. À la semaine prochaine.